Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Le podcast Women on Board a pour but de faire témoigner des femmes exceptionnelles qui ont pu faire leur place et prendre leur place dans les boards. Aujourd'hui, mon invitée est fondatrice et présidente du conseil de surveillance du groupe BETC, première agence française de publicité dans le top 3 européen, et classée au premier rang des agences les plus créatives du monde par le WARC en 2024. Elle est spécialisée dans la construction des grandes marques, Danone, Air France, Evian, LVMH, etc. Et elle s'engage pour de nombreuses causes en faveur des droits humains et des femmes. Elle a cofondé le Women's Forum, co-préside le comité français de Human Rights Watch et est présidente d'honneur du Palais de la Porte Dorée et du Musée national de l'histoire de l'immigration. J'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui Mercedes Serra. Mercedes, bonjour. Bonjour. Merci de nous donner de votre temps précieux. Alors, ma première question par rapport à votre entrée dans le board, c'est est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous êtes entré dans un board ? Oui, je me souviens très bien. Comment ça s'est passé ? Pas très bien. Pas de problème, en fait. Simplement, pour rentrer dans les boards, on était obligé d'attendre les quotas, puisque avant les quotas, il y avait quasiment pas de femmes dans les boards. Donc, les hommes ne se préoccupaient pas d'aller chercher des femmes, parce qu'il y avait des femmes. Il y avait quand même des femmes. Anne-Marie Hydrac, je me souviens d'un article de Libé qui montrait les femmes qui n'étaient pas dans les boards et qui étaient extrêmement connues. Et donc, il a fallu, même pour ces femmes-là, attendre les quotas. Donc, voilà, je suis arrivée du côté des quotas. Je ne sais pas, c'était Denis Hennequin, à l'époque, chez Accor, qui était venu me chercher, qui me connaissait de McDo. Je ne sais pas s'il l'a fait pour quota ou pas quota, mais ça m'est un peu égal. Je n'y réfléchis jamais. Vous étiez la seule femme dans ce board ? Non, quand je suis arrivée, il y avait déjà certaines femmes. On est en quelle année après la loi Copé-Zimmermann ? Oui, aux alentours de la loi Copé-Zimmermann. Très bien. Alors, comment vous avez fait pour faire entendre votre voix ? Est-ce que vous avez été franco ? Vous avez eu des stratégies de parole ? Non, moi, j'ai jamais de stratégie de parole, je parle. Donc, voilà, je crois que j'ai fait entendre la voix. Après, ce qui est clair, c'est que les hommes sont habitués à se parler entre eux. Donc, parfois, quand j'arrivais ou quand on arrivait, les filles arrivaient, on avait le sentiment qu'ils s'étaient parlé. Mmh. Et ils s'étaient mis d'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a tout le côté informel, c'est ça ? Bien sûr. Et puis, vous arrivez avec... regardez, les filles, lorsqu'il y a eu la loi Zimmermann, elles se sont mises à aller à l'école. C'est-à-dire, elles ont pris des cours pour aller au conseil d'administration. Ça n'existait pas, les cours, jusqu'à l'arrivée des femmes. C'est-à-dire, personne ne s'était dit, pour les garçons, il leur faut quelques cours. Et les filles, elles ont tout de suite cherché s'il n'y avait pas des cours pour apprendre davantage, pour mieux être une très bonne administratrice. Et les cours, en fait, c'est essentiellement des cours pour les femmes. Donc les formations qui existent aujourd'hui pour entrer dans les boards sont essentiellement féminines. Absolument. Comme si les femmes devaient passer de la dirigeance à la gouvernance avec des acquis extérieurs. Ah ben voilà, bien sûr, il faut qu'elles s'appliquent, les pauvres. Donc je pense que, franchement, en fait, c'est pas idiot. On peut respecter les femmes qui, finalement, veulent apprendre davantage. Mais c'est dommage que les hommes ne veuillent pas apprendre davantage. Mmh. Vous avez tout de suite trouvé votre posture entre dirigeance et gouvernance dans les boards ? Parce que c'est pas la même chose. Non, j'avais pas... moi, j'avais pas de vrais soucis sur cela. J'ai pas pensé non plus... Je me suis dit que ma voix comptait peut-être un peu moins que celle de certains hommes. Voilà. Mais à part ça, j'ai fait comme je fais d'habitude. C'est-à-dire, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis.
Après, je me suis sentie aussi plus proche du management, peut-être, que les hommes et les femmes, d'ailleurs, qui étaient là. Où je me demandais, tiens, on leur demande ça, mais est-ce que ça, je saurais le faire? Ou est-ce que on n'est pas un peu prétentieux quand on est au conseil d'administration, parce qu'un peu moins concret sur le réel que vit l'entreprise? Bon, je me suis posé des questions de cet ordre, mais je peux pas dire que j'ai été entravée. Ce que je ressens, c'est que quand vous rentrez dans un conseil d'administration, c'est très difficile, par exemple, d'évoquer le sujet des femmes dans l'entreprise, parce qu'on se dit, ah là là, c'est encore une femme qui va parler des femmes, etc. Il faut faire attention que tous les sujets de ressources humaines ne vous soient pas attribués, qu'on vous parle de com, et que les postes importants, où vous tenez l'audit, où vous tenez les rémunérations, ne soient pas attribués. Il y a des comités et c'est important que les femmes soient dans des comités clés et qu'elles ne se laissent pas enfermer. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on doit dire d'emblée je suis intéressé par tel et tel sujet, ou alors est-ce qu'on doit attendre que les sujets soient attribués puis après rectifier le tir en disant non, je pense que plus on est clair et mieux on se porte. Vous par exemple, comment vous avez fait Non, savoir? moi j'étais très calme parce que finalement je suis rentrée dedans, j'avais l'impression que mon savoir-faire était très très fortement lié à la compréhension des gens, donc au marketing. Et donc, j'ai essayé de contribuer. On ne peut pas contribuer sur tout, en fait, parce qu'on ne sait pas tout. Ça, c'est très féminin, mais moi, je continue à me dire que ça vaut la peine de garder ce point-là. C'est-à-dire, non, on ne sait pas tout, mais on sait qu'il y a des points où on est forte. Et donc là, sur ces points-là, il faut s'exprimer. Mais écoutez pas toujours, hein. Pourtant, j'avais raison. Dans votre carrière, est-ce que vous avez choisi vos boards ou est-ce qu'on est venu vous choisir? Non, j'ai pas. D'abord, je n'ai pas eu une telle demande incroyable de présence dans les boards. Donc, ça a été encore assez rare. J'ai fait les boards d'accord pendant longtemps. Et puis après, ils ont voulu ouvrir à d'autres personnalités. Donc, ils ont fait partie les plus anciens. Donc, je suis partie, mais il y avait 2 hommes aussi qui partaient, donc j'ai pas eu le sentiment d'être exclue. Et après, maintenant, je suis au board. Je fais beaucoup de boards qui ne rapportent rien. C'est ça c'est intéressant. Les boards de bénévoles, parce que on est comme ça, et je pense qu'il y a plus de femmes dans les boards bénévoles quand ça rapporte pas. Vous le conseillez pour des novices, pour faire un peu non, je conseille armes? pas. Je conseille de s'engager. Je pense que dans la vie, même si les hommes et les femmes sont différents, je trouve que l'engagement et le fait de contribuer bénévolement, c'est une chose formidable. Moi, j'ai été présidente 14 ans du musée de l'immigration. Là, j'ai atteint ma limite d'âge. Donc, voilà, il y a 15 jours, j'ai cédé la place. Mais ces 14 ans, j'ai rien gagné, mais j'ai gagné tellement. Tout n'est pas une question d'argent, quoi, je pense, voilà. Mais en richesse intellectuelle. Voilà, et maintenant, je suis au conseil de surveillance de Roche-Beaubois, je trouve ça passionnant. Mais non, on ne vient pas me réclamer à droite à gauche, peut-être parce qu'on sait que je m'exprime assez précisément ou assez clairement. Je n'en sais rien. Est-ce que vous avez déjà choisi d'être à un board? Non. Non, parce que en fait, dans la vie, il y a un truc qui est très maladroit de ma part. J'ai eu horreur de demander. Ça, c'est très féminin aussi. C'est très féminin et j'aime bien. C'est-à-dire, j'ai pas demandé mes médailles, j'ai pas demandé mes boards. Je préfère être choisie sur ces enjeux-là. Je préfère que les gens aient envie. Voilà, j'ai choisi mon job, hein. Donc ça, j'ai choisi mon job. Je crois que j'ai choisi ma place chez BETC. Maintenant, pour le reste, des médailles. Quand j'ai compris qu'il y avait des gens qui manœuvraient pour avoir la Légion d'honneur, j'étais hyper naïve. Moi, je trouvais ça
incroyable de faire des choses pareilles. Alors, justement, dans les boards, on parle de différences d'approche en termes de stratégie d'influence que les hommes peuvent avoir par rapport aux femmes. Vous parliez de l'informel. On a eu certaines femmes au micro qui nous ont dit, en fait, que certains hommes faisaient presque exprès de ne pas les mettre dans le même hôtel pour avoir le petit déjeuner entre eux, que les décisions se fassent et qu'une fois au board, bien sûr, tout soit joué. Ils sont habitués à être ensemble. Ils sont habitués à des quotas 100% masculins. Donc là, on est rentré avec des différences. Ils sont pas si habitués que ça à avoir des femmes à haut niveau. Donc, je pense que oui, ils sont pas habitués. Donc, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, pour les femmes, à l'envers, moi, j'aime bien parler avec des administratrices. Je me sens plus chez moi. Donc, voilà. Il faut simplement bien comprendre ce qui est en train de se passer à des moments donnés sur des boards. Alors justement, comment on travaille dans un board et combien de temps ça prend ? Ça prend pas mal de temps, ça dépend des boards, mais ça prend pas mal de temps. Il y a des documents, il y a beaucoup de choses à lire. Voilà. Alors les filles lisent plus que les hommes. Moi, j'ai un souvenir très précis d'une jeune femme lauréalienne, formidable, qui, au bout de, 3 séances ou 4 séances, me dit « J'aimerais bien avoir tes conseils ». Je me suis dit « Me voilà experte en board ». Et donc, on a fait un déjeuner toutes les deux et elle m'a dit « Il y a des choses qui ne vont pas ». D'ailleurs, elle a fait ensuite une très belle poussée dans ce board. Elle a été très utile, très efficace. Et elle m'a dit, à ce moment-là, elle ne se sentait pas très à l'aise, pas écoutée, etc. Et je lui ai dit, il y a 2 choses. Il y a le fait que quand tu reçois tes papiers le soir, tu as travaillé quasiment toute la nuit, donc tu n'es pas très reposé. Donc, je suis sûre qu'il n'y a que toi qui les lis. Parce que quand on te les envoie trop tard, tu n'es pas obligé. Je lui dis, les garçons, ils n'hésitent pas, même quand ils n'ont pas tout lu. Ils donnent leur avis. Donc, ne t'inquiète pas, donne ton avis. Donc, en conclusion, je lui ai dit de moins travailler. Pour mieux réussir. Plus fraîche et d'oser dire. Elles ont une culture, elles savent plein de choses. Donc bon, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, mais voilà. Et elle apporte ce qu'elle a apporté, c'est-à-dire elle était plutôt bonne réflexion autour des ressources humaines. Elle a pris plus tard les angles de la rémunération des patrons. Elle le faisait très bien. Donc d'être plus en aisance, quoi, d'être moins inquiète. De toute façon, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux femmes qui montent, d'être moins inquiètes. Alors, justement, le problème aussi des femmes au board, c'est qu'elles sont persuadées qu'il s'agit d'une question d'expertise, alors que c'est plus une question de soft skills. C'est ce que vous disiez, être en capacité d'écoute, de rebondir. L'expertise, elles l'ont pas partout. Puisque vous avez vous groupez des disciplines différentes. Donc moi, je suis moins bonne en audit qu'en marketing. Mais à Roche-Beaubois, c'est moi qui préside le comité d'audit. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est toute l'intelligence d'un groupe et le courage aussi, parce que les conseils d'administration, c'est du courage. Et ça, les filles, c'est pas mal. Elles sont courageuses. Alors, quand vous dites du courage, c'est-à-dire c'est pouvoir exprimer, de ne pas être d'accord avec tout un board lorsqu'il y a une décision prise risquée, par exemple. Très souvent, quand même, on a une gestion de l'entreprise. Il y a des gens qui prennent le pouvoir dans les boards, tout en n'ayant pas... je sais pas, on voit des patrons tout d'un coup prendre des entreprises de façon un tout petit peu vigoureuse et tout. C'est pas facile de résister. Je pense que les boards français résistent un peu moins que les boards anglais, par exemple. Vous voulez dire en termes de contre-pouvoir ? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, il y a un vrai pouvoir est-ce que l'entreprise est vraiment bien gérée ? Est-ce qu'il n'y a pas prédation de l'entreprise ? Il y a plein de choses de cet ordre-là. Pourquoi on met dehors quelqu'un ? Il y a plein de choses de cet ordre-là qui demandent une authenticité dans la démarche et un courage. Oser dire qu'on n'est pas confortable, que c'est pas formidable. Il y a quand même une évaluation aussi des patrons. Donc c'est complexe.
Donc je pense que c'est pas si facile de faire entendre une voix qui tout d'un coup va pas dans le sens de tout le monde. Voilà, pas évident. Non, alors justement, la relation entre dirigeance et gouvernance, comment on fait pour essayer de ménager l'ego du dirigeant dans un board? Surtout lorsqu'on a à dire qui va dans le mur. Mais il faudrait pas le ménager, quoi. Donc je ne sais pas ce que c'est. Moi, je pense qu'il faut parler. Le management, c'est toujours difficile, donc il n'y a aucune raison d'avoir des tonalités qui ne sont pas adéquates. Mais il faut pouvoir dire. De toute façon, dans la vie, il faut pouvoir dire. Donc pas de politiquement correct. En tout cas, ce n'est pas la recommandation que moi je sais faire. Moi, je ne sais pas faire ça. Vous avez déjà vu des boards où ça s'est très mal passé? Vous avez déjà assisté Bah oui, il y a des moments durs. Le board d'accord, on a changé de patron quand même. C'est Bazin qui a récupéré après Denis Hennequin, qui avait été nommé. Donc, c'est pas évident. Est-ce qu'il fait bien? Est-ce que c'est normal de lui donner le pouvoir à Sébastien à ce moment-là? Voilà. C'est pas si évident. Non, c'est des décisions difficiles. Et là, est-ce qu'on a vu une scission entre voix féminines, masculines? Non, je pense simplement que les voix féminines se mettent plus d'accord entre elles et que les voix masculines se mettent plus d'accord entre eux. D'accord. Je pense qu'il y a encore une habitude du masculin, mais que je trouve normal. Finalement, depuis quand il y a une égalité? Elle n'est même pas là, l'égalité. Donc, on fait comme si c'était fini, ça commence à peine. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut dire aux filles, dis donc, vous endormez pas, hein, parce qu'on va revenir en arrière. Hein. Là, avec le Covid, avec tout ça, on revient en arrière. Hein. Le travail à la maison, ça les fait revenir en arrière. Hein. Mmh. Donc, faut se méfier. Moi, je suis effrayée qu'en France, l'extrême droite se passionne autant pour les femmes, pour l'IVG, de quel droit? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai l'impression que dès qu'il y a un sujet sociétal, c'est toujours sur les femmes que ça se concentre. Nous, on est pour, on est contre, mais on ne leur demande pas leur avis. Mais de quoi ils nous parlent? Et ce sont des sujets qui montent très fortement. Donc ça c'est alarmant. Le monde est alarmant pour les femmes. Les États-Unis, c'est alarmant pour les femmes. Le type là qui vient de nommer, qui est contre l'IVG. Bien sûr. Mais où est-ce qu'on est? Donc moi je dis juste aux femmes, prenez le plus possible de pouvoir. En France, le plus possible, pour essayer de compenser ce que ce monde est en train de devenir. Alors, justement, vous parliez des quotas. La loi Marie-Pierre Rixain va elle va passer, on va dire... Ça va être chaud, hein? Voilà, dans les faits, on est quand même un peu loin. Ouais. Du coup, c'est quoi les recommandations que vous auriez? Il faut se battre, là. Il faut se battre. Je suis très contente que Rixain ait été réélue, parce qu'elle se battait. Pas exactement du même board que moi, du même endroit, mais elle s'est battue pour les femmes de façon exceptionnelle. Et moi, je suis toujours hyper sensible au moment où les décisions sont politiques. Parce qu'on ne bouge pas un monde sans décision politique. Donc, il faut bouger. Là, elle parle du vivier, en fait. Hein. Elle s'est aperçue qu'entre le conseil d'administration et l'entreprise, et le comité exécutif, qui dirige vraiment l'entreprise, on n'avait pas le ruissellement attendu. Probablement pour ce que je vous dis, c'est-à-dire que quand nous, les femmes, on dit... est-ce qu'on peut faire le point là sur les... Ah, encore, elles viennent encore parler de ça. Bah oui, on vient encore parler de ça, parce qu'on n'y est pas. Et donc, on n'arrive pas totalement à faire que ça bascule. Donc, elle s'est attaquée au comité exécutif en se demandant comment elle faisait. Donc, elle ne peut pas imposer des femmes au comité exécutif, mais elle a travaillé autour du vivier, de ces 30% de gens qui doivent être dans le vivier pour permettre à un moment donné que ça monte. Donc ça, c'est super important. Votre premier conseil exécutif, c'était quand? Moi, je suis devenue directrice générale très vite, en 7-8 ans. J'étais chez Saatchi. Chaque année, ça grimpait tout seul, quoi. Mais moi, je pense que j'avais 2 chances. Parce que quand je suis arrivée, mon président de l'époque m'a dit quand même « Ah là là, tu es une des premières femmes, parce que vraiment, c'est pas un travail pour les femmes. »
Donc, je me demande ce qu'est un travail pour les femmes. Moi, je trouvais que c'était un travail pour moi, en tout cas. Donc, parce que c'est trop dur pour les femmes. Plaisanterie, quoi. Et il était gentil, hein. Il était content de m'engager. Mais il me disait ça. Et je pense que ce qui a fait ma force, c'est, je ne sais pour quelle raison, je n'avais pas de doute sur mon travail. C'est-à-dire, j'adorais travailler. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait, quand tu vas t'arrêter, je me disais, mais pourquoi je veux m'arrêter là? Puis surtout, je ne comprenais pas pourquoi les questions qu'on me posait à moi étaient différentes des questions qu'on posait aux hommes. Je ne comprenais pas pourquoi je devais être en charge de tout et eux de rien, quoi. Et pourquoi on voulait m'empêcher de travailler. Et ça, je l'ai toujours ressenti dans la vie. Comme un empêchement, non pas de travailler, parce que les malheureuses à la maison, elles travaillaient comme des dingues, mais que le travail soit reconnu extérieur, payé. J'ai trouvé, moi j'étais très très militante là-dedans, c'est-à-dire que j'étais choquée, quoi. Je me disais, mais pourquoi ils me demandent ça à moi, quoi? Évidemment que je veux travailler, je veux être indépendante, c'est normal. Et après, est-ce que vous pensez que vous pourrez avoir une famille? Oh bah oui, bien sûr, vous inquiétez pas. Enfin, donc ça, j'avais cette chance-là, fruit de je sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'était clair dans ma tête. Et donc, j'avais pas de doute. Et je voulais pas faire carrière. Hein. Je voulais tout de suite trouver un travail super intéressant. Mmh. Et voilà, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Après, j'ai surveillé dans les étapes. Quand j'ai vu que peut-être j'étais pas traitée comme telle ou comme telle, je dis non, ça c'est pas possible. Quand vous dites traité, c'est-à-dire la façon dont on vous parlait ou salarial? Salaire. Ça, vous avez fait. Et comment vous vous êtes renseigné? Quand je suis arrivée chez BETC, par exemple, le salaire que j'ai eu, je me suis aperçue au bout d'1 an et demi, ou 2 ans, que mes 2 associés, le B et le TC, avaient été beaucoup plus payés. Et je m'en suis aperçue parce qu'ils ont reçu des bonus. Et tout d'un coup, je suis tombée sur les chiffres. Et je ne comprenais rien. Je me disais, c'est quoi ces chiffres? Je ne comprenais pas. J'ai hurlé. C'était impossible pour moi. Mais pourquoi? Je ne travaille pas comme vous. Ah, mais c'est pas nous, c'est là-haut. J'allais là-haut. Ah, c'est pas moi, c'est en bas. Ah, d'accord. Bon, enfin, c'est tous, quoi. C'est pas normal. Donc, faut surveiller, hein. Et donc, comment vous avez fait pour... comment j'ai fait? J'ai demandé qu'on redresse. Et ça s'est fait. Alors, c'était pas génial, parce que comme il y avait beaucoup d'actions, eux, ils ont eu du pot. C'était le moment où les actions montaient, moi pas. Mais j'ai eu le même nombre d'actions, en tout cas. Sinon, je restais pas. Je restais pas dans cette chose impossible. Donc c'est ça, il faut être quand même très ferme vis-à-vis de ces inégalités, ne pas se laisser faire. Mais pourquoi? Moi, je sais bien que mon travail vaut le leur. Au moins. Au moins vaut le leur. Et la deuxième chose que j'avais, et ça, c'est lié peut-être aux femmes et aux hommes, peut-être plus aux femmes, c'est que j'avais le sens des responsabilités. C'est-à-dire, quand il se passait quelque chose de grave dans l'agence, je croyais que c'était ma faute. Ça, c'est très bien, très pratique. Du coup, je croyais qu'il fallait que je règle tout. Donc, à force de tout régler, je suis devenue directrice générale. C'était assez simple. Et je pense que les filles n'osent pas se dédier comme moi, je me suis dédiée au job en trouvant ça passionnant. Et encore moins aujourd'hui, avec toutes ces histoires d'équilibre. Est-ce qu'un patron est vraiment équilibré? Est-ce que les mecs, là, qui sont devenus tous patrons, ils ont une vie équilibrée? Donc, l'équilibre, c'est un mot... D'abord, moi, je n'aime pas ce mot. Parce que je pense que c'est une histoire de chacun, se ressent quand est-ce qu'il est bien, pas bien. On n'est pas équilibré, par exemple, quand on est amoureux. Je ne vais pas dire à mon amoureux, tu sais quoi, je vais être équilibré, je vais te voir 2 heures, et puis après, on n'est pas équilibré quand on a une passion. On a quand même de la chance de travailler dans des choses... Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais de la chance. Peut-être que c'est aussi la différence avec les garçons. J'ai trouvé que c'est un mot de fille, la chance. C'est vrai. Mais je compte le garder et pas le perdre, parce que les garçons n'ont pas. Bien sûr qu'on a de la chance de faire des choses intéressantes, d'avoir un métier qu'on peut choisir. On a fait des études, on peut choisir. On n'est pas obligé d'aller dans des lieux où ça ne vous intéresse pas. Moi, je dis souvent aux jeunes, c'est pas obligé de rester dans la pub. Moi, je trouve ça passionnant.
Mais sinon, j'aurais fait autre chose, quoi. Mais vous avez travaillé pour, donc c'est pas seulement la chance. Non, bien sûr, j'ai travaillé pour, mais avec cette positivité-là. Et surtout en évitant l'arrogance. C'est-à-dire, moi, j'ai une sœur qui travaillait à peu près le même nombre d'heures que moi. Je travaille beaucoup. Mais elle aussi, elle touche rien. Elle est prof de musique. Elle enseigne la pédagogie de la musique. Elle ne touche rien. C'est presque pas d'argent. À côté de moi, c'est... Qui a eu de la chance ? De toute façon, elle a de la chance parce qu'elle fait un métier qu'elle adore. Mais ça pourrait être mieux payé, quand même. Donc, les patrons, il faut respecter quand même... faut se dire quand même que ça va, quoi. Ça va. Moi, j'aime pas les gens qui se plaignent, surtout quand ils dirigent. Alors, si on revient au board, que ce soit conseil d'administration ou comité exécutif, on a l'impression que le mot pouvoir vous a jamais fait peur. Non, parce que moi, j'aime bien pouvoir faire des choses. Moi, j'aime pas avoir du pouvoir. J'aime bien pouvoir faire des choses. Donc, pouvoir faire des choses, c'est si à un moment donné, on dirige une entreprise, si on la fait grandir, la chance que j'ai eue quand on a fait BETC, finalement, de partir d'une petite agence, de la faire devenir très grande, de créer des lieux d'expertise, de penser la com comme je voulais, de croire en l'égalité et de faire qu'elle existe à l'agence. Donc c'est un pouvoir de construction, pas de coercition. C'est un pouvoir, oui, c'est un pouvoir de faire. C'est pas génial de pouvoir de quoi ? Pouvoir de faire. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire. Donc voilà. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai plus besoin de pouvoir. J'ai plus besoin, en tout cas, de titres pour faire. Besoin de rien. Maintenant, ils sont sympas tous avec moi. Ils veulent bien que je fasse. Oui, aujourd'hui, vous êtes un symbole, vous êtes un mythe. Enfin, vous êtes... Donc, je peux faire. Et ça, donc, vous pouvez faire. Et donc, du coup, pour vous, c'est une carrière réussie parce que vous avez, en fait, ce rayonnement de capacité c'est une carrière réussie parce que ça m'a plu. Parce que moi, j'ai pas je trouve ça, la réussite, c'est une chose très complexe. Moi, j'ai 5 garçons. Il y en a qui veulent pas du tout diriger. Il y en a qui veulent avoir un boulot tranquille, qui leur permet de faire un autre truc qu'ils adorent. Moi, j'ai pas de théorie. J'adore mes enfants et leurs différences. Et il y en a un qui m'a dit un jour, on est obligé d'être chef. Je lui ai dit, tu plaisantes. On est obligé. Il me dit, c'est déjà dur de me diriger moi-même. Je lui ai dit, écoute, concentre-toi sur toi. Il n'y a pas de... J'ai un artiste, il ne veut pas diriger, il veut réussir en tant qu'artiste. Donc chacun... c'est bien la différence humaine. Voilà. Donc moi, j'ai adoré embarquer des gens. C'est comme ça que je suis devenue patronne. Je suis devenue patronne parce que je croyais que j'étais responsable. Donc ça me prenait la tête, donc je bossais tout le temps pour régler tous les problèmes. Et deuxièmement, parce que j'aimais embarquer les gens. Donc comme ça que je suis devenue patronne. Oui, donc cette création de followership, c'est ce qui vous a rendu leader. C'est tout ça qui a permis... Après, est-ce que j'aurais pas eu... si on regarde d'un point de vue simple, mes titres, mes fonctions, etc., on les mesure à l'aune des garçons, je suis pas sûre que j'aurais pas été propulsée plus haut si j'avais été un garçon. Je suis même sûre que oui. Mais... est-ce que ça m'intéresse d'être propulsé je ne sais où Je sais pas la carrière d'Arthur Sadoun. Bien sûr. Je sais pas, voilà. Mais est-ce que ça m'attriste beaucoup ? Non. Mais est-ce qu'on devrait les avoir ? Oui. Et aujourd'hui, c'est un peu votre combat. En tout cas, mon combat, c'est mon combat, il est plus pour moi, quoi. Ça va. Quand je dis aux gens, j'ai pas eu la carrière, le truc, ils se disent, elle a bu là, elle est mignonne. Non, mon combat... moi, j'ai eu la chance, en fait, de pas vouloir... je voulais pas... j'ai pas voulu failloter, j'ai pas voulu être gentil, j'ai pas voulu tout ça. Donc, être dans la cour. Voilà, donc ça m'a bloqué des postes. J'ai pas été dans la cour, non, ça c'est sûr. Donc ça m'a bloqué des postes. Ça m'a bloqué aussi des clients. Ah. Bien sûr, trop d'impertinence nuit. Et moi, j'étais pas impertinente, je voulais juste dire ce que je pensais.
Parce que je crois à l'authenticité, je crois à la vérité, je crois à des choses comme ça. Et moi, ça m'a permis de continuer à être moi-même, donc d'être heureuse. Voilà, j'avais pas envie de sortir de ça. Mais maintenant, je pense que oui, le combat, c'est qu'il y ait plein de filles partout, que je trouve quand même qu'on n'avance pas beaucoup sur le partage des tâches. Moi-même, j'ai beaucoup plus travaillé qu'un homme, hein, parce que mes 5 garçons, ça m'a un peu occupée, quoi. Bien sûr. Donc, j'ai plus travaillé qu'un homme. Mhm. Donc, il y a plein de choses à régler encore. Est-ce que vous faites du mentorat pour certaines femmes? Alors, je fais plutôt du mentorat large, c'est-à-dire, en fait, je fais tout ce que je peux pour que les filles aillent bien. Donc, je fais beaucoup de conférences, parce que ça permet de toucher plein de monde à la fois. La dernière que j'ai faite, j'ai été chez Hermès. Je sais qu'elles ont la patate quand je parle. Et ça, c'est sympa. Oui, vous Donc, inspirez en tant que rôle modèle, quoi. Voilà, je cherche à aussi à leur montrer que non, tout n'est pas parfait, que je fais des tas de bêtises et que je m'en fiche. Et ça, qu'on peut être libre. J'essaie de leur redire qu'il faut qu'elles gagnent leurs sous. J'essaie de leur redire que c'est pas totalement égal à la vision de l'argent d'une femme et d'un homme, que quand vous gagnez moins d'argent que l'homme et que vous payez les impôts plus que vous ne devriez payer, c'est bien s'il n'y a pas de divorce. Il y a beaucoup de divorces. Mhm. Donc, j'essaie d'apporter des choses concrètes. J'essaie de me battre sur les lois. J'essaie de faire autant de conférences que ce qu'on me demande. Donc, parfois, je suis fatiguée le soir d'aller raconter Mercedes Serra. Mais je pense qu'il faut être engagé et je pense que c'est mon devoir. Alors, on sent la responsabilité, le devoir. On sent qu'en fait, vous avez eu une carrière dans une volonté presque d'apaisement collectif. Oui, bien sûr. Qui a créé bien sûr. cette adhésion. J'aimerais bien que la France en tienne compte. En plus, je suis immigrée, donc j'aimerais bien que la France en tienne compte. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses à leur apprendre, là. Alors, pour les femmes qui vont dans les boards, quelles seraient les premières compétences sur lesquelles elles doivent travailler? La communication, pour ne pas avoir peur de prendre la parole? Oui, la tranquillité, le fait... D'abord, les femmes, quand elles sont plusieurs, qu'elles s'appuient. Elles s'appuient, c'est très important. La sororité, c'est très important. C'est monté, hein. C'est monté, la sororité. Quand j'ai commencé à travailler, c'était abstrait. Quand on a créé le Women's Forum, Aude de Thuin, à l'époque, me disait « Faut pas que tu parles trop des quotas. » Je dis « Ah bon ? Faut pas que je parle, pourtant je sais que j'ai raison. » Oui, mais ça les affole. Parce que les femmes de l'époque, en fait, des grandes banquières, les femmes qui avaient réussi une carrière, au début, elles disaient « Non, ça m'a pas coûté, etc. » Et puis, vous mangiez un plat de pâtes avec elles, et puis tout d'un coup, elles vous expliquaient que elles n'avaient pas pu avoir d'enfants parce que c'était trop compliqué, parce que voilà, que ça s'était mal passé pour elles, qu'elles avaient sacrifié ceci, cela. Elles parlaient qu'en termes de sacrifice. Et donc, mais elles ne voulaient pas être des femmes quotas. Moi, je suis très calme là-dessus. Il y avait 100% de quotas masculins. Et aujourd'hui, à l'agence, j'ai des quotas en faveur des garçons. Quand je vois que le métier devient trop féminin... C'est des quotas inversés, c'est drôle. Bah oui. Moi, j'aime bien pouvoir équilibrer tout ça. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des garçons et que les garçons ont beaucoup de choses à apprendre des filles. Dans le respect d'une égalité. Dans le respect. Puis même, aujourd'hui, on dit que les garçons ont plus d'audace. Cette audace, il faut qu'ils nous la transmettent. Il faut que nous, on gagne en confiance et puis eux, ils se calment. Parce que trop de confiance, il y a un moment, c'est trop bête. Au milieu, il y a quelque chose d'intéressant. Vous savez, je lisais, il y a des filles là, dans le sport qui font des réflexions sur le sport. Là, on a vu le matériel, les JO, c'est tout à fait paritaire et on peut dire que les valeurs des JO, en tout cas faites à Paris, sont assez formidables. Eh bien, ils ont quand même craqué, ils ont fait des sacs à dos pour filles et des sacs à dos pour garçons. Et la marmotte fille, elle a l'air d'une niaise. Voilà. Et la marmotte garçon, elle est costaud. Il faut chasser partout ces bêtises de stéréotypes qui sont tellement nombreux.
Tellement nombreux. Oui, c'est vrai que ça commence par l'éducation. Bah, bien sûr. Et l'école. Parce que rentrer dans les familles, c'est très compliqué. Il n'y a personne qui veut du mal à sa petite fille. Mais c'est des stéréotypes. C'est l'école qui peut aider. Et là, il faut le vouloir. Aujourd'hui, il y a des quotas pour le monde européen, qui s'appelle Women on Board. Et on voit en fait que la loi française a influencé toutes les lois européennes, en particulier sur les boards et les conseils d'administration. Est-ce que vous trouvez que c'est bien qu'on puisse appliquer ces quotas au niveau européen ? Bien sûr. Moi, je les appliquerai partout. Bien sûr. Vous ne pouvez pas changer le monde, changer tous les stéréotypes si vous n'avez pas des grandes prises de décision politiques. Donc oui, il faut les changer. Vous vous rendez compte, il y a même des quotas au niveau politique et vous voyez bien que les filles ne sont pas placées aux mêmes endroits que les hommes. Donc même avec ça, on rame. Donc il n'y a pas de doute. Et nous-mêmes, en France, on a regardé les pays du Nord. On a regardé qu'est-ce qui se passait dans les pays où il y avait du quota et pas de quota. Et donc on a compris. Alors la solution, ce serait de renforcer les sanctions, selon vous ? Ah oui, bien sûr. Les plus élevées possibles, bien sûr. C'est une loi, c'est pas fait pour qu'on puisse payer. Enfin, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui payent pour éviter les femmes ? Quelle horreur ! Non, il faut à tout prix monter ces lois. Après, il n'y a pas que ça. Il y a l'éducation. Les petites filles qui ne font pas des mathématiques aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que l'État n'est pas un peu responsable de ça ? Est-ce que vous croyez qu'à l'école, on ne pourrait pas, dès la 6e, expliquer aux petites filles que les maths, c'est fait pour elles ? Est-ce qu'on ne peut pas leur montrer des modèles de femmes scientifiques, Aurélie Jean, des tas de femmes qui trouvent des choses incroyables, et leur montrer que ce n'est pas que pour les garçons ? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas envie. Donc, voilà. L'école, elle a un rôle. Pour moi, l'école, c'est fondamental. L'éducation, bien sûr, reste encore quelque chose de l'école publique, primordial. c'est fondamental. Mercedes Serra, merci d'avoir été parmi nous. Peut-être un dernier mot, un dernier conseil pour essayer d'arriver à une plus grande parité aujourd'hui dans les boards. Je pense que les entreprises qui sont gérées, la mienne en tout cas, elle a été gérée par une femme et un homme, et c'est une des plus grosses réussites. Donc je recommande à tous de faire comme nous, une femme et un homme. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.